faut-il se mettre en contact avec le monde tel qu'il est ou tel qu'il n'est pas? La semaine dernière, je vous ai dit, on va faire voir le monde tel qu'il est ou entrer en contact avec le monde tel qu'il est. Et on a un peu vendu le projet, hein. C'était une bonne idée, être en contact avec le monde tel qu'il est. Mais j'ai réalisé en préparant que pour certains, pour beaucoup, être en contact avec le monde tel qu'il est, c'est pas super, hein. Pour les bouddhistes, alors oui, ça sonne bien, mais ou pour ceux qui font un peu de méditation, mais pour la plupart, entrer en contact avec le monde tel qu'il est, c'est pas une perspective très enthousiasmante. Euh, on le voit au cinéma, hein, le monde tel qu'il n'est pas fait beaucoup plus de recettes que le monde tel qu'il est. Avatar a fait plus de recettes qu'un documentaire sur l'épidémie de myopie en Asie, par exemple. C'est vrai, ça se saurait sinon. Et, euh, et ça a vraiment attrait au fait que voir le monde tel qu'il est, ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Est-ce que ça a une validité? Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on doit faire d'ailleurs? Est-ce que c'est vraiment entrer en contact avec le monde tel qu'il est? Alors, on va faire un petit peu ce qu'on fait en débat, on va analyser logiquement les deux idées, voir si elles ont des avantages, commençant par les avantages du monde tel qu'il est. Alors, ils sont multiples pour les bouddhistes, mais ça a aussi pas mal d'inconvénients, parce que quand on veut dire oui, alors il faut se mettre en contact avec la souffrance, avec la misère dans le monde, avec la pauvreté, qui a envie vraiment de se focaliser là-dessus? C'est très bourdon finalement. Pourquoi on fait ça d'ailleurs? Si on a envie d'être heureux, pourquoi on se focalise sur les choses comme ça? C'est un petit peu contradictoire. Aujourd'hui, voilà, si on veut ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est, il y a la pandémie, les problèmes économiques. Non, il ne faut pas se mettre en contact avec le monde tel qu'il est parce que ça ne rend pas très heureux d'observer tout ça. On voit tous ces problèmes et puis ça nous submerge. Donc la perspective bouddhiste, elle n'est pas très, très réjouissante, hein, elle est pas... Donc ça, c'est un peu les inconvénients. Les avantages du monde tel qu'il n'est pas, par contre, ils sont énormes. Le monde tel qu'il n'est pas, c'est le monde de la féerie, c'est le monde de... Vous avez vu Total Recall, le film? Vous vous souvenez, Total Recall, c'est Arnold Schwarzenegger, qui est quand même un comédien euh, fort. Arnold Schwarzenegger qui a un petit job et il va dans une compagnie pour qu'il lui implante des souvenirs. Et puis, des souvenirs d'un monde idéal. Les pubs, c'est vous avez la femme de vos rêves, vous faites ce que vous voulez dans la vie. Et en fait, ils implantent dans le cerveau des souvenirs pour qu'on vive une réalité totalement imaginaire, mais on a l'impression qu'elle existe, cette réalité. Donc, nous, ce n'est pas encore possible, mais on peut imaginer que dans quelques années, d'ailleurs, j'ai vu une étude de recherche japonaise, ils ont réussi avec à la fois des récepteurs et l'intelligence artificielle à quasiment reproduire l'image qui était visualisée par les yeux ou imaginée. C'est-à-dire qu'en mettant des sondes dans le cerveau, on sait presque exactement ce que la personne visualise. Donc on se dit, mais peut-être que dans quelques années, on va pouvoir, un peu comme dans Matrix, on va avoir une petite prise derrière, là, et puis on va pouvoir connecter nos nerfs pour couper les stimuli du corps et les remplacer par des impulsions électriques qui vont être décodées par le cerveau comme étant plaisantes. On va remplacer le goût, on va avoir des goûts extraordinaires qu'on pourra appuyer sur des boutons ou laisser l'intelligence artificielle décider pour nous. On pourra couper nos yeux et avoir des machines qui vont envoyer des impulsions électriques dans le nerf optique pour décoder, pour envoyer des paysages incroyables et une intelligence artificielle qui nous connaîtra, qui saura exactement quel type d'image envoyer. On n'aura plus besoin d'être du tout en contact avec le monde extérieur.
et on vivra dans un monde totalement imaginaire, mais incroyable, plaisant, parce qu'on aura accès à toutes ces expériences, on n'aura pas besoin de payer, on ne souffrira pas, on sera complètement « waouh !» Ça, c'est mieux que la perspective bouddhiste quand même, hein. Moi, je trouve. Alors, à la question initiale, faut-il se mettre en contact avec le monde tel qu'il est ou tel qu'il n'est pas? C'est des questions qu'on se pose vraiment. Alors évidemment, il y a un revers à ça. Ce que diraient les bouddhistes de cette machine, par exemple, qui supplanterait nos stimuli et qui enverrait des images et des goûts, c'est que, et je l'ai noté d'ailleurs, hein, parce que j'ai un peu raconté le film, je suis entré un peu dans le film Total Recall et je me suis dit, voilà ce que ce serait vraiment. Voilà ce que Bouddha n'aurait pas dit ça, mais s'il y avait un être éveillé qui venait aujourd'hui et qui parlait de Total Recall ou de cette perspective où on peut avoir des machines qui supplantent nos sens, eh ben, ce ne serait pas si bon que ça. Et voilà ce qu'on pourrait en dire. Donc, lorsqu'on voudrait quelque chose, la machine le fournirait. Donc, lorsqu'on voudrait un paysage superbe, on l'aurait. Puis, au bout d'un moment, on se lasserait, c'est normal, et on en voudra un autre de paysage. On serait alors obligé de se lasser, sans quoi la machine resterait sur le même paysage, sans quoi ça ne changerait pas. Ça, c'est un point important. Si la machine n'attendait pas qu'on se lasse, pour nous envoyer un nouveau paysage à travers nos nerfs, cette machine imaginaire, et qu'elle anticipait nos attentes, ça ne changerait rien au fait qu'on s'habituerait à passer d'un univers à un autre, comme on passe d'une photo à une autre sur Instagram, parce qu'on serait excité à l'idée de découvrir de nouvelles choses, comme devant un buffet à volonté rempli de pâtisseries et de nourriture exquise. Donc on aurait deux choix. Soit on se lasserait rapidement, soit on voudrait constamment mieux. Et comme on passerait peu de temps à profiter, on aurait soit l'impression de passer à côté de ces choses, soit de ne jamais en avoir assez. Et les personnes incroyables qu'on rencontrerait dans ce monde imaginaire commenceraient à nous énerver parce qu'il y en aurait des mieux dans un autre rêve, dans un nouveau monde. Et la beauté finirait par nous agacer profondément parce que on serait à chaque fois déçus, car il y aurait toujours mieux dans nos attentes que dans ce qu'on rencontrerait. Alors on voudrait le retour d'un monde avec des choses ordinaires, des problèmes. Alors la machine nous le fournirait, nous l'enverrait. Mais là aussi, on ne serait pas satisfait parce qu'il y aurait dans ce monde des choses qu'on n'aime pas, des rencontres qu'on ne veut pas faire, des accidents, des défaites, des pertes. Et on ne pourrait plus décider quoi créer avec notre esprit, quoi demander à la machine, parce que tout serait insatisfaisant. Les choses qu'on voudrait seraient insatisfaisantes et celles qu'on ne voudrait pas le seraient aussi. Et rien ne pourrait nous satisfaire, ce qui est une forme de désespoir, et on se verrait quand même prendre de l'âge, et on s'apercevrait avoir passé et gâché beaucoup de temps à chercher le bonheur en vain. Il nous semblerait alors que l'existence ne pourrait offrir que de l'insatisfaction, parce que nulle part nous n'aurions entrevu d'endroit où le bonheur était. Ça, je pense que c'est ce que pourrait dire le bouddhisme aujourd'hui s'il existait une machine qui donne l'impression qu'on va vivre une expérience extraordinaire simplement en transformant notre perception des choses. Ça ne changerait pas beaucoup la donne. Et c'est ce qu'on va essayer de percevoir dans la méditation maintenant. Dans quel monde il vaut mieux demeurer? Parce que imaginons qu'on ait accès à une machine comme ça. Dans quel monde on voudrait demeurer? S'il fallait payer 100 € et qu'on ait accès à cette machine, est-ce qu'on ne le ferait pas? Il faut vraiment voir si on n'a pas une affinité au monde imaginaire, illusoire, si on était complètement déconnecté, qu'on arrivait à reproduire tout ce qui nous fait plaisir. Pourquoi faudrait-il demeurer dans le monde tel qu'il est? Pourquoi demeurer en contact avec le monde tel qu'il est alors qu'il peut y avoir un monde imaginaire qui est 100 fois mieux? Et ça, dans le débat, quand on débat avec des geishés ou des maîtres, ou quand j'ai débattu à Nalanda, il arrive qu'on ait ces questions qui sont vraiment, waouh, on se dit, ah ouais, attends, il y a quand même... ça semble clair au départ, mais quand on voit qu'il y a deux options qui sont peut-être séduisantes, pourquoi on n'irait pas vers ça? Pourquoi on n'irait pas vers ce monde-là?
Et tant qu'on ne l'a pas vraiment invalidé, ça, c'est difficile de comprendre le monde de l'esprit. Donc, on va passer quelques minutes maintenant. Vous allez pouvoir essayer de repenser un peu à ça. S'il existait cette machine qui vous fait vivre des expériences, toutes celles que vous souhaitez, pourquoi on ne souhaiterait pas plus ça que le monde tel qu'il est aujourd'hui avec la pandémie Est-ce qu'on hésiterait? Pourquoi on irait vers l'un plutôt que l'autre? Et je vous laisse d'ailleurs, si vous avez envie, marquer des réponses dans le chat. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Pour quelle raison est-ce qu'on choisit le monde tel qu'il est plutôt que le monde illusoire, le monde tel qu'il n'est pas? Pour quelle raison? Pourquoi ne choisirait-on pas de vivre dans ce monde imaginaire dans lequel on oublierait tout, on aurait simplement ces images qui nous sont envoyées, images exquises, sans cesse renouvelées, uniques.
Alors, on va regarder un petit peu ce que vous avez. Oula, il y a eu. Waouh! Ok, moi, elle ne me plairait pas cette machine. Ok. Moi, elle ne me plairait pas non plus, hein. La souffrance permet de purifier le karma négatif accumulé par nos actes négatifs. La souffrance, ou est-ce que c'est la souffrance ou le point de vue qu'on adopte après en lien avec les souffrances? Mais oui, la souffrance peut nous enseigner quelque chose. Mm. Ça nous éloignerait de la nature de notre esprit, oui. Cette machine n'empêcherait pas qu'il existe quand même la souffrance à l'extérieur de moi. Et si je fais le choix de m'abonner à cette machine, non, non, ce sera gratuit. Je saurai déjà, avant d'être sous son influence, la réalité extérieure. En plus, il y aura un gros décalage entre ces images envoyées et mon corps qui vieillit et celui des autres. Ah ouais, bah oui, ce serait terrible, hein. De toute manière, le monde tel qu'il est se rappellerait à nous de façon inéluctable. Ah ah, maladie, mort, souffrance, bah oui. Ce serait terrible de se dire on part pendant 50 ans, mais on sait qu'il y a un moment où le film va s'arrêter de toute façon. Est-ce que ça ne rendrait pas la perspective totale de toutes ces expériences un peu flippantes? On part pour... on est à 10 ans, on commence avec la machine jusqu'au moment où on meurt. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui rentreraient dans ce film-là, dans cette machine, et qui conserveraient une forme d'angoisse quand même, hein. Il n'y aurait pas de place pour l'imprévu, la surprise. Toute expérience serait choisie, décidée, contrôlée. Burke. Je trouve que cela ne changerait pas notre monde. De toute façon, on ne voit déjà notre monde qu'à travers nos agrégats, donc c'est déjà un monde conditionné. De plus, si notre but est de sortir du samsara, cela n'aurait pas de sens de rester dans un monde illusoire. Ah oui, ben oui. N'est-ce pas notre but de vivre une expérience individuelle et collective? Le principe de la machine reste individualiste. Ah, on rencontrerait des gens, hein, des gens imaginaires, mais ils donneraient l'impression d'être réels. Alors, non, mais je comprends, hein. Comme la réalité dépasse souvent l'imagination, pourquoi alors une machine? Mais ça arrivera peut-être, hein. Moi, je trouve que ces films d'anticipation racontent vraiment quelque chose de ce il peut arriver aussi, hein. Et nous, c'est peut-être qu'au niveau il y a des conseils éthiques pour l'intelligence artificielle, peut-être qu'il y aura un conseil éthique spirituel pour décider ou statuer sur la valeur de ces méthodes. La richesse des expériences de toutes sortes sont créatives, disparaîtrait et on n'aurait pas envie de vivre. Alors, ce qu'on oublie dans cette machine, c'est qu'on prend vraiment la perspective des apparences. On a complètement oublié l'esprit qui connaît ces apparences. Et ça, les bouddhistes qui ont observé leur esprit pendant 2500 ans diraient, mais votre truc, il tombe complètement à l'eau. Parce que vous avez beau changer les images, ça ne changerait rien d'être dans ce film et dans cette machine que d'aller aux Maldives. Il y aurait toujours un esprit avec ses émotions qui, lui, est absolument pas influençable par aucune machine. Il peut être un peu conditionné par des facteurs extérieurs, notre esprit, mais il est complètement immatériel. Il ne se conditionne pas avec des électrodes. Comprendre l'esprit quand on médite, c'est comprendre qu'il est totalement immatériel, qu'on ne peut pas ouvrir le cerveau et trouver la conscience. D'ailleurs, aucun scientifique ne l'a jamais trouvé. Il y a des gens qui ont des hypothèses sur qu'est-ce que la conscience, mais à regarder dans le cerveau, ils n'ont jamais vraiment trouvé ce qu'était la conscience, l'acte individuel de connaître, la subjectivité. Et ça, ce sont des choses qui sont complètement impossibles d'être conditionnées, totalement façonnées par des électrodes ou des signaux électriques ou des composants chimiques qu'on enverrait dans le sang. Parce qu'on oublie toutes les émotions. Si en plus, et je pense que le court récit que j'ai fait raconterait quand même assez bien ce qui se passe dans ce monde-là. On serait sans arrêt, on voudrait sans arrêt quelque chose. C'est vraiment comme on est devant un buffet. On voudrait sans arrêt. Imaginez, vous avez accès avec
votre esprit à tous les rêves, mais de manière comme si vous les viviez en réalité. On serait complètement excité, comme les jeunes devant leur téléphone, on serait comme ça. Et au fur et à mesure, on deviendrait de plus en plus énervé, on voudrait plus, et ça n'enlèverait pas de notre esprit l'insatisfaction, la colère, l'avidité. Et au final, ce monde qui serait extraordinairement beau nous semblerait manquer à sa promesse. Ce qui fait que, en fait, ce qui se passe si on avait accès à cette machine revient exactement à ce qui se passe dans notre monde maintenant. Que le monde soit imaginaire ou le monde soit pas imaginaire, l'esprit qui connaît a les mêmes problématiques et il est conditionné par les mêmes émotions. On a complètement oublié l'esprit dans cette idée, dans ce petit jeu qu'on vient de faire. L'esprit qui connaît est peuplé d'émotions et lui, il n'est pas du tout... on ne peut pas l'attraper avec des électrodes et des... C'est pas comme ça qu'il s'attrape l'esprit. Il est totalement, encore une fois, immatériel. Donc le problème ne vient pas du monde illusoire ou du monde réel, mais il vient de l'esprit. Donc dans cette perspective d'une machine, ça ne change pas du tout le problème initial. Et en fait, ce qu'il faut, ce n'est pas se mettre en contact avec le monde réel ou le monde imaginaire. Le but, c'est enlever les voiles qui voilent notre expérience des choses comme elles sont. Le but, ce n'est pas d'agir sur le monde ou les apparences, d'envoyer les apparences à l'esprit qui sont magnifiques. Le but, c'est d'ouvrir l'esprit à la réalité comme elle est, d'enlever les voiles de l'esprit. Toute la perspective de la spiritualité, c'est d'ouvrir l'esprit, d'empêcher et de transformer les émotions perturbatrices qui teintent et qui empêchent de faire de l'expérience et de la vie quelque chose de satisfaisant, de plaisant. Donc nous, ce qu'on fait dans la méditation, c'est enlever les voiles, c'est essayer d'avoir une expérience des choses comme elles sont, des choses comme elles sont. Et ce qui est le problème de ces voiles, c'est que très rapidement, dans nos perceptions des choses, on raconte une histoire, on ajoute aux choses, on conceptualise, on impute, on exagère. On n'est pas souvent vraiment totalement en contact avec les choses. Et j'ai ce poète que j'ai eu la chance de connaître, Yves Bonnefoy, qui était vraiment, lui, avait une approche presque bouddhiste. Le but de son expérience poétique, c'était d'essayer de retrouver contact avec le monde et avec les choses avant que les mots, les conceptions, les idées referment le monde entre moi qui connais le monde totalement extérieur et un gouffre entre. Et c'était vraiment ce qu'il appelait retrouver la présence aux choses, retrouver cette présence aux choses. Et c'est très bouddhiste ça. C'est l'idée d'enlever les voiles qui empêchent qu'on fasse l'expérience des choses. Ça n'a rien à voir avec les choses qu'on connaît, puisque vous avez toutes et tous fait des expériences magnifiques quand vous avez rencontré des paysages qui étaient assez banals aussi. Le but, ce n'est pas la qualité de l'objet, c'est la qualité du sujet, c'est la qualité de la conscience qui connaît. Donc on a dans la méditation un but qui est d'avoir des consciences qu'on appelle directes. C'est des consciences qui sont non conceptuelles et qui ne sont pas dans l'erreur. C'est ça les consciences directes qu'on essaie de développer. On en a plein, hein. Quand je regarde autour de moi, j'ai des consciences directes, mais très rapidement, sur ces consciences directes, je me raconte une histoire. Je commence parce que c'est très difficile d'être en contact de manière fraîche, sans arrêt nouvelle, avec la réalité autour de nous. Dès qu'on voit quelque chose, ça prend beaucoup moins de temps et d'effort de faire appel à nos souvenirs et de voir la chose à l'aune de ce qu'on a déjà vécu d'elle, plutôt que de se remettre à chaque fois en contact avec elle. Donc on va le faire un petit peu dans la méditation sur le corps, puisqu'on a lancé cet objet du corps. Je ne pensais pas le faire sur le corps, mais on peut le faire avec le corps, pour voir à quel point rapidement, quand on appréhende quelque chose, on raconte une histoire, on impute, on projette,
On est souvent en contact avec une sensation et immédiatement on raconte une histoire, on projette. On fait un petit peu ce que fait la machine. Hein. On ajoute des apparences qui n'existent pas. C'est comme si notre esprit était enclin très souvent à se subtiliser aux stimuli sensoriels et qu'il envoie une réalité dans notre esprit. Quand on est en colère, c'est exactement ça qui apparaît. On est en contact avec une personne très brièvement et immédiatement, la machine de nos émotions perturbatrices, elle nous envoie des images. Cette personne, elle est infernale. Elle ne peut pas être autrement. Elle est comme ça. Une personne comme ça, faut la supprimer. Quand les personnes sont bêtes comme ça, on la supprime. Et toute cette image et cette projection n'a rien à voir avec la réalité, mais elle rentre dans le circuit de notre expérience sans qu'on y prenne garde, comme si tout à coup on avait cette machine qui supplantait notre expérience réelle des choses. Donc essayons de le voir comment ça se passe dans la méditation, ça. Vous pouvez le faire sur le corps, mais vous pouvez le faire sur la sphère sensorielle. Ayez une conscience ouverte des sons autour de vous et prenez garde à la manière dont très rapidement, sur les sons, vous commencez à raconter une histoire. À quel point la machine, elle supplante votre expérience et la présence que vous avez aux choses. Par exemple, on entend un bruit d'oiseau, immédiatement on se dit mais c'est plutôt une grille, c'est plutôt un... Et c'est une impulsion, on ne le contrôle pas, mais on peut difficilement rester dans la sphère sonore, être simplement avec les sons, sans immédiatement ajouter du contenu, des images. Vous pouvez essayer cet exercice pour les sons, par exemple. Si vous êtes dans un environnement où il y a des sollicitations sonores, ou les sensations que vous ressentez dans votre corps.
quelle vitesse est-ce que la machine prend le relais de notre présence aux choses. Et pour vous illustrer que le problème ne vient pas vraiment du monde illusoire ou du monde réel, mais plus de notre attitude, on va s'imaginer quelque chose d'illusoire et pourtant qui est bénéfique. Imaginons un instant qu'on se lève le matin et qu'on soit totalement en présence du monde comme il est. Simplement cette conscience fraîche, l'absence totale de concept. Tout le temps, vous entendez le vent et vous ressentez le vent comme cette chose qui vient sans qu'il soit besoin de la nommer, de la décrire, et que toute la journée se passe comme ça. Simplement un esprit totalement calme, totalement en contact avec le monde sensoriel et mental, les choses qui vous entourent. Imaginez-vous comment ce serait. On sortirait dans le métro et les bruits n'auraient plus rien de déplaisant. On n'ajouterait pas au bruit, au son, aux images qu'on voit, une histoire,
un sens. Il n'y aurait plus que les images comme elles sont, la lumière, les sons, les odeurs. Et on retrouve ces indications dans la méditation souvent. Écouter le son comme étant simplement du son, les odeurs comme étant simplement des odeurs, les images comme étant simplement des images. Comment ce serait ? Est-ce qu'on serait pressé ? Est-ce qu'on aurait la notion du temps ? Vous voyez qu'on peut s'imaginer quelque chose d'illusoire, mais qui nous sert néanmoins à penser, waouh, ce serait bien, j'avais un peu plus ça. Maintenant, on peut se tourner vers le monde tel qu'il est, avec cette compréhension non pas nouvelle, mais un petit peu plus aiguisée, et observer le corps simplement, ou les sons, comme vous le souhaitez. Et passons quelques instants à simplement être dans notre présence à ces choses, les sons, simplement des sons. Comme la voiture s'est installée, désactivée, et à nous, on s'installe dans les sons, seulement des sons, des sensations tactiles du corps, si on choisit cet objet, simplement comme des sensations tactiles. Demeurons avec ces choses, simplement pour ce qu'elles sont. Sans les nommer, sans les rationaliser.
simplement présent. Calmement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et rester dans l'appréhension des sons, simplement pour des sons. Que cet état demeure. C'est pour ça que j'ai connecté cette méditation au cycle que je conduis en ce moment le dimanche. Parce que quand on observe les sensations, quand on observe les pensées, les émotions, il y a un moment où on se dit, moi, mais il y a quand même peu de temps où je suis vraiment en contact avec les choses telles qu'elles sont. Est-ce que c'est pas ça une partie de cette charge mentale que j'ai de sans arrêt commenter? Est-ce que c'est pas une partie de la solution de rester en contact avec ces choses, d'entrer en contact avec ces choses? Et là, on parle juste de la sphère mentale, mais après, il y a tous les sujets importants. Et ça pousse au calme mental, ça pousse à cette appréhension des choses autour de nous sans discursivité. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès de penser que les concepts, les idées ne servent à rien. L'image qui est souvent prise, c'est les concepts nous servent à pointer dans une direction, comme une barque nous conduirait sur l'autre rive, mais quand on arrive sur l'autre rive, on ne continue pas avec la barque sur le dos. Elle nous sert jusqu'à un certain point. Les concepts, d'ailleurs, si je n'avais pas de concept, je ne pourrais pas indiquer cette méditation. Les concepts nous servent à ce qu'on les abandonne à un moment. Voilà, donc ce qu'on peut dire pour conclure sur cette question initiale, faut-il se mettre en contact avec le monde tel qu'il est ou tel qu'il n'est pas? Ben, finalement, la réponse n'est pas si claire que ça, parce que pas si nette, pas si tranchée plutôt, parce que dans le bouddhisme, on fait des méditations sur des choses qui n'existent pas et qui servent une fonction. Alors, la plupart des méditations sont pour rentrer en contact avec les choses telles qu'elles sont, mais il y a certains types de méditation où on imagine des choses qui sont possibles, mais on ne sait pas vraiment si elles vont arriver, donc on peut dire que c'est un petit peu illusoire. Et ça sert une fonction parce qu'il y a une attitude qui est positive, ce n'est pas une attitude d'avidité, comme dans cette machine où on aurait toutes ces images envoyées dans notre circuit nerveux, où on voudrait simplement du plaisir. Là, on visualise un monde imaginaire parce que ça sert une fonction dans le monde présent. Donc à cette réponse, on peut dire que les deux sont observables, peut-être plus le monde tel qu'il est, mais ce qui importe vraiment, c'est notre attitude et le travail de l'esprit en lien avec ce monde.